vraiment pas mon truc. Je vous le dis, j'ai connu Columbo. Même Columbo, je l'ai connu sur le très tard. Hein. J'ai connu Columbo ces dernières années. Non, mais c'est pour vous dire. La plus grande fan de Columbo, c'est Ouria. Boutelja, oui, tout Et à fait. aussi fan de Hercule Poirot. Alors, il Oui, faut savoir, les gens, je pense qu'elle a regardé les épisodes 50 fois chacun, quoi. ouais, ça, elle connaît très très bien ça, tout ça. Ouais, ouais. Donc voilà, donc Peaky Blinders est quelque chose et qui marque, qui m'a vraiment. J'ai terminé l'épisode hier. On parle bien sur le dessus. Ouais. Voilà. Voilà. Et c'est quelque chose qui marque parce que dans l'histoire des séries, pour deux raisons. D'abord, bon, la série est extraordinaire. Je vais pas spoiler, comme on dit. Puis de toute façon, la plupart des gens la connaissent. Hein. Et je ne suis pas un laudateur facile. Hein. Je n'ai pas pour habitude de cirer les pompes. Je suis un très très mauvais téléspectateur en plus. J'ai toujours. Surtout les séries récentes. Alors surtout alors, j'ose même pas qualifier les séries françaises. Salut. On va me sortir le Bureau des légendes et tout, qui a été la grande exception et qui est certes été bien, mais avec beaucoup même de maladresse. Et puis bon, voilà, faut pas exagérer non plus. Bon, elle était pas trop mal parce que les autres sont tellement, je le dis, pourris. Non mais, alors, franchement, cette série Peaky Blinders, c'est extraordinaire à tout point de vue. C'est quelque chose qui vous scotche vraiment, chaque numéro vous scotche littéralement. Ça aussi, ça vous amène à des réflexions, des réflexions formidables. Enfin, je veux dire, sur la vie, sur tout cela, sur des tas de considérations qu'on ne pourrait pas imaginer à partir d'une série. Puis au-delà du fait qu'elle est captivante, elle est vraiment très captivante. On ne s'attend jamais au rebondissement et tout. Et les acteurs est extraordinaire. Le rôle principal de Tommy, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. L'actrice qui joue Polly est morte l'année dernière, tu savais ça? Mais oui, mais Et enfin, une info alors le truc est oui, passé, mais une info qui va t'énerver. Oui, faut pas le dire, faut pas spoiler. Non, mais l'actrice. Oui, je sais bien, mais en disant cela, on risque de. Oui, mais la série elle est terminée. Oui, je sais bien, mais on révèle quelque chose. Alors, mais l'actrice, elle est morte, ça c'est vrai. Oui, voilà. Mais il y a aussi Nick Cave qui fait le générique. Youssef, je suis désolé de te dire que apparemment, malgré des polémiques, notamment avec Roger Waters, est allé jouer en Israël. C'est vrai? Ouais. Bon, bah ça, je suis désolé parce que la musique aussi est extraordinaire. La musique de cette série est extraordinaire. D'ailleurs, celle qu'on a passée, mais toutes, il y en a d'autres. Hein. Bon, en tout cas, bah voilà, c'est. Je pense que parfois des séries peuvent atteindre le niveau d'un art. Hein. Et bon, bah, le cinéma est un art. Je vois pas pourquoi une série ne serait pas un art. Et là, c'est un art à tout point de vue. Enfin bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. The Wire, meilleure série de l'histoire, pour moi, oui. Mais après, c'est subjectif, les gens. Mais moi, ce que je connais comme série, pour moi, c'est ma préférée. Franchement, je peux vraiment dire, parce que je suis un très mauvais téléspectateur. En général, je suis un grincheux pour tous ces trucs. Et là, je regarde toujours en traînant des pieds, reculons. Et là, c'est quelque chose qui m'a vraiment complètement séduit, mais de façon hallucinante. Qui t'a conseillé de regarder ça? Nous ne dirons pas. D'accord. D'accord. Personne t'a conseillé, tu as découvert tout seul. Personne m'a conseillé, ouais. Personne m'a conseillé. Voilà. Le meilleur, c'est. Et tu regardes Desperate Housewives? Non, c'est quoi? Je connais pas du tout. Ça t'intéresserait, Desperate Housewives? C'est une série politico-tragique sur la situation des ménagères aux États-Unis dans les années 2000. Ah ouais. Très 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 profond, très intéressant et tout. Ouais. C'est tes conseils, Mariam, c'est ça? Mariam, tu conseilles à Youssef de regarder Desperate Housewives? Ah ouais. Non, sinon auparavant il y avait The Wire que j'avais beaucoup aimé, hein, la série états-unienne. The Wire, ouais, était extraordinaire aussi. Non, il y a aucun souci. C'est pour ça que quelqu'un a mis The Wire parce que c'est vrai qu'il y avait quelque chose de ressemblant au niveau de la musique. Enfin, allez, nous allons passer à autre chose. Mais ce que je voulais dire, je l'ai oublié. Non, oui, la deuxième chose que je voulais dire, c'est comment expliquer que que la télé française soit capable de performances aussi nulles. Parce que là, c'est une série de la BBC en plus. Donc on va pas invoquer, vous savez, il y a des gens qui invoquent les moyens, oui, quand c'est Hollywood. Moi, je te dis des moyens. Oui, non, mais les moyens, oui, mais il n'y a pas du tout que les moyens. Non, il faut des bons scénaristes. Parce que franchement, les moyens de cette série-là, Peaky Blinders, sont les moyens de séries habituelles. Il n'y a pas des montages de malades. Au niveau des paysages, c'est des paysages industriels que l'on peut retrouver très facilement en France, etc. Hein. Donc il n'y a pas de choses mirobolantes. Et beaucoup de paysages. Enfin bref, comment expliquer que la série française soit aussi nulle, que ce pays soit aussi nul, alors que
je me souviens dans mes vertes années, il y a eu de très bonnes séries faites par la télévision publique à l'époque où justement où il n'y avait pas de télévision privée en France. Et la télé publique était capable de faire d'excellentes séries. On l'a souvent dit, on va pas Il y a eu des revenir bonnes dessus. séries françaises dernièrement. Il y a eu, je pense que les gens reconnaîtront, mais peut-être que toi tu connais pas. Il y a eu Soda, il y a eu Validé. Il y a Oui, eu- mais ça n'atteint pas le niveau. Non, ça n'atteint pas le niveau des séries anglaises. Non, franchement, les séries anglaises, ça va être par exemple Sherlock Holmes, qui était aussi une série de la BBC. Merci beaucoup Fabien. Merci. Non, ça n'atteint pas, franchement. Oui, Plus belle la vie. Samantha, oups. Plus belle la vie. Oui, je sais bien, ma mère regarde ça. Plus belle la vie. Ma mère et ma soeur regardent ça, mais bon. Allez, nous passons à autre chose, chers amis. Je réfléchissais à une bonne série française. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose quoi. Mais après. Ah, il y avait pas une série avec Cadmerade là Baron Noir, c'est pas Baron Noir? Il me semble qu'il y a une série Ouais, avec c'est Cadmerade. possible. Le Baron Noir, ouais, c'est pas avec Cadmerade? Il me semble que c'est pas trop. Moi, Braco, c'était pas trop mal, je connais pas. Baron Noir, oui, Baron Noir. Ouais, Oui, apparemment, mais- Baron Noir, c'est pas mal. Oui, mais tout ça, il y a un manque de souffle. D'accord. Il y a un manque de souffle. Il y a un manque de souffle. Oui, alors tu as raison, pas de vrai statut pour les scénaristes en France, etc. Oui, c'est vrai. Mais tout est dans le scénario, en vérité. Alors, il y a le jeu des acteurs, parce que les acteurs sont aussi extraordinaires, là. Ouais. Alors, je ne sais pas si en France, on a actuellement ce genre d'acteurs, hein, de très bons acteurs. Et là, il y a aussi un vrai déficit. Je vais être obligé de décevoir certains, mais j'ai vu la série avec Omar Sy, Arsène Lupin? Lupin, Ouais. mais qui est archi nul. Alors, il est gentil, tout ce qu'on veut, mais elle est archi nulle. C'est-à-dire que le thème même, c'est ce qu'on appelle des histoires téléphonées. Tu C'est-à-dire que- déçois personne, Youssef. Personne n'a aimé. Non, mais attends, mais c'est une telle mièvrerie, pardon. C'est d'une telle mièvrerie. Non, mais c'est tellement mièvre l'histoire du petit gamin qui a été un petit peu trop. Non, mais c'est énorme, quoi. Je veux dire, et puis Omar Sy peut être un acteur. Moi, je n'aime pas spécialement comme acteur. Moi, je le Mais- trouve pas ouf non plus. Mais il n'a pas du tout le physique d'Arsène Lupin. il a- Bon. Non, mais je suis sérieux. Non, c'est Oui, pas. mais Ah non, c'est pas un problème de couleur. Hein. Mais non, ça n'a rien c'est à quoi voir. alors le physique? Bah, il est beaucoup trop balèze. Il est beaucoup trop balèze. Ouais, mais après les personnages, regarde Ah les non. derniers Sherlock Holmes que j'avais bien aimé avec comment il s'appelle l'acteur américain là super connu qui a fait Iron Man, Robert Downey Jr. Ouais. Et ils ont un peu remasterisé le comment il s'appelle Sherlock Holmes avec un Ouais. Sherlock Holmes qui est musclé, qui sait se battre et tout. Et moi je trouve que ça Attention. roule, quoi. Attention. Non, mais il y a un problème de physique. C'est que il est beaucoup trop massif, beaucoup trop balèze. Sherlock Holmes, qu'on le veuille ou non, ne peut pas être. Parce que justement, c'est l'ambiguïté du personnage. C'est un personnage qui est. Il est Et- pas Lupin dans la série. Ah bon? Qui ça? Il joue un fan de Lupin. Ah d'accord. Moi j'ai pas vu la série les gens, hein. D'accord. Non, je suis absolument formel. Comment s'appelle-t-il déjà? Omar Sy? Omar Sy, oui. Non, parce que je repensais à la polémique, je vais en dire un mot. Omar Sy peut être un très bon acteur. J'avais bien aimé. Il avait été très bon dans Intouchable, non, c'est ça? Ouais, intouchable, ouais. Bon, le film était gentil, hein, bon, mais là, il était bon comme acteur. Il a un beau sourire, etc. Il y a pas de problème. Hein. Ouais, c'est un acteur lambda mais du c'est cinéma pas français. un Oui. extraordinaire acteur. Mais, Après, il y en a pas beaucoup mais à des mon bons. avis, il n'était pas adapté pour le rôle de Lupin. Je veux dire, Oui, mais là, Lupin c'est doit pas Lupin, apparemment. C'est le fan. quoi? C'est un fan de Lupin. Oui, d'accord, mais on l'associe à Lupin. Comment ça? Dans la série Lupin, il joue pas Lupin? On m'aurait caché quelque chose? Bon. Enfin, il joue un fan de Lupin. Il est censé reconstituer le personnage de Lupin. Je suis désolé à vous rassurer. Bon, de toute façon, j'en ai vu qu'un seul ou deux. Mais il est censé reconstituer le fan de Lupin et on l'associe. Et de façon générale, le scénario est complètement pourri. Il n'y a rien d'intéressant. Voilà. Et donc, sinon, je rebondis sur la polémique. Et je disais que oui, il a eu tout à fait raison. Omar Sy d'évoquer ce double standard qu'il y avait entre la guerre en Ukraine et les guerres en Afrique. J'ai fait un post là-dessus. Hein. Peu de gens savent que, bon, on sait, il y a eu 300 000 à 400 000 morts au Yémen, mais 600 000 morts en Éthiopie. Éthiopie, la guerre oubliée. Personne ne sait, j'en suis sûr, qu'il y a eu 600 000 morts ces dernières années en Éthiopie. Hein.
Et donc du coup, alors on connaît aussi l'histoire du Congo aussi, des millions de morts du Congo et autres. Où la France était impliquée. La France était impliquée, je ne vais pas dire le Rwanda, le génocide Rwanda, etc. Toutes ces choses. Mais l'Afrique, c'est bien évidemment. Alors, puisqu'on entend des commentateurs raconter, quand on entend des commentateurs prétendre que l'Ukraine est plus proche, vous savez à quelle distance alors, non, mais c'est hallucinant. Oui, Non, bah oui, exactement. Je veux dire, c'est... Non, mais en plus, t'as Omar Sy qui a dit: vous vous en foutez des Africains qui meurent dans les guerres. Ouais. Et ils ont répondu, les fachos: non, il y a eu des soldats français qui sont morts là-bas. T'étais en mode: oui, donc vous en foutez des Africains, quoi. Ouais, Voilà, ça. c'est. Ouais, D'accord, ouais. il y a des blancs là-bas qui sont morts en Afrique, mais les Africains, voilà, on s'en tape. Voilà. Et je trouve donc ignoble la levée de bouclier contre Marcy. Même si dans le passé, vous savez, j'ai été critique de Marcy par rapport à la Palestine. Ouais. Par rapport à l'histoire, j'ai pas les dossiers, etc. Ah, Bon, on va pas revenir là-dessus. Mais je trouve que la charge contre lui, là, elle est absolument ignoble. D'abord, de ce qu'elle révèle, on est en plein processus de fascisation dans ce pays. Donc on a tous les remugles du fascisme qui aujourd'hui sont en train de remonter comme ça à la surface. Et puis donc ça va exactement dans le sens. Juste un mot, j'ai pas encore vu le film Tirailleurs de Marcy, qui paraît pas trop mal. apparemment, il y a des bons retours. Ouais, moi je pense qu'il est pas trop mal. La vérité, la vérité historique, je pense qu'elle doit être assez respectée. On voit, j'ai vu un petit peu dans le teaser comment le jeune est capturé. D'abord, voilà, ça rompt avec l'idée comme quoi c'était des gens qui allaient défendre la France. Voilà, la main sur la poitrine en disant: nous allons défendre la mère patrie, d'accord, etc., même s'ils étaient dans les colonies. Erreur qui a été faite par Debbouze dans le film Indigène, que je n'ai pas du tout aimé de ce point de vue. Merci, Loni. Pour ceux qui ont connu Indigène, où on voit un Jamel Debbouze, figurant un jeune Algérien disant: oui, on va aller aider la France, il faut s'enrôler pour la France, et dans la panade en gros. C'est absolument faux, puisque les gens, alors en Algérie d'abord, c'était la conscription, donc c'était le service obligatoire. Donc il n'y avait aucune raison que Debbouze dise: je m'engage pour aller défendre la France. De toute façon, on ne lui demandait pas son avis, d'accord, et donc il aurait été enrôlé de force. Et quant alors à la même époque, les Marocains et les Tunisiens, c'était différent. Eux n'étaient pas soumis à la conscription. Par contre, la misère faisait que, évidemment, ils étaient poussés vers le métier des armes, et voilà, c'est tout. Et Mais ça, c'est voilà ce que je voulais dire. une légende qu'il y a beaucoup sur les guerres, de croire que les gens s'engagent avec une ferveur patriotique. Ah non, mais c'est... Alors que bien souvent, c'est soit la galère, soit et aussi ils changent de camp selon l'orientation de la guerre. Alors, et la chance d'être en vie, ce qui est ouais, normal, quoi, ce qui est naturel. Ils sont en bien mode sûr. qu'est-ce que je m'en fous des bails entre grandes nations, tu vois. Alors je pense qu'il faut aller voir ce film de Marcy, et des choses qui sont évoquées, oui, comme l'histoire des chaussures, la fameuse histoire des chaussures. Les chaussures n'étaient pas du tout adaptées aux pieds de ces combattants. Donc grand nombre des paysans qui marchaient soit en sandales, soit pieds nus, etc. Et dont les pieds étaient adaptés à ce genre, des travaux des champs et autres. Et là, on leur donnait des énormes brodequins de cuir très durs. Et il y a eu énormément d'infections des pieds. De soldats même qui ont eu des infections avec des amputations, des choses comme ça, à cause d'une part du froid, dans les neiges et les glaces de Verdun. Et puis, on a eu énormément de pieds gelés, parce que quand les chaussures ne sont pas adaptées, c'était extraordinaire. C'est terrible, et c'est l'essentiel des chaussures, surtout pour un soldat. Donc, on n'avait pas du tout prévu des chaussures. Oui, parce que les habitudes de vie font que, évidemment, nos corps sont adaptés à nos modes de vie, bien évidemment. Je veux dire, et c'est tout. Et ça a créé d'énormes problèmes, et c'est bien de le mentionner. N'oubliez pas que ce qui faisait la force des armées de Napoléon, c'était les chaussures. C'était la marche. Parce C'est pas ça qui l'avait fait perdre, non? Alors, qui l'avait fait perdre et gagner aussi. Mais l'armée de Napoléon était capable de marcher très vite, et beaucoup plus vite que n'importe quelle autre armée, et donc de faire des distances incroyables, et donc de surgir à un moment où on ne l'attendait pas du tout. Ouais. Et donc Napoléon apportait un soin particulier aux chaussures. Alors à une époque où, vous savez, le pied droit n'était pas distingué du pied gauche. Ah ouais, ils mettaient le même. Ouais, absolument. Les chaussures, on n'avait pas encore ce truc. Là, ça doit être horrible. Donc les chaussures étaient formées par le pied. Il y avait des chaussettes.
Ah non, oui, oui, il y avait des sortes, oui, absolument, il y avait des collants ou des trucs comme ça, je ouais, pense. ouais, entre la chaussure et la, Ouais. ouais, une sorte de C'est là-bas chaussette où de il semble l'époque. qui a arrêté les nazis et Napoléon dans la légende. Oui, Oui. c'est ça. Et donc marcher très vite, c'est l'essentiel, hein. Enfin voilà. Bref, nous refermons cette parenthèse. Donc j'irai voir le film de Marcy. Et ne serait-ce que, alors je pense qu'il est intéressant, et puis aussi pour embêter les fachos. Alors en fait non, parce que on aime bien les Africains quand ils défendent la France. Ouais. Ah, il y a ce truc. Alors faut voir à quel degré. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de mauvais retours de la part des fachos. Ils n'osent pas quand même, parce qu'il y a quand même eu le sacrifice du sang. Hein, ils n'osent quand même pas, même si dans le film, j'ai vu aussi dans le teaser, on voit un jeune qui est capturé de force, parce que beaucoup étaient capturés de force. Hein, et donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. On aime bien souvent les indigènes, les combattants indigènes, lorsqu'ils défendent la France. Et voilà. N'oublions pas que cette guerre était absolument une guerre absolument épouvantable, la première guerre, qu'il n'y a aucune gloire à avoir fait cette guerre. C'est que niveau violence et tout, parce que c'était bah. encore des contacts assez. Là, on a Alors, entre guillemets. Même avec si on voit un peu le retour de ça en Ukraine et tout, de conflit direct. Mais à l'époque de la Première Guerre mondiale, c'était vraiment des horreurs entre humains. Alors, la guerre des tranchées, absolument. La guerre des tranchées, où on se retrouvait des gens à se tirer les tripes à la baïonnette, parce qu'avec cette terrible baïonnette, hein, cette terrible baïonnette, et lorsqu'on disait baïonnette au canon, lors de la charge, c'était épouvantable. Ce qui est terrible dans la Première Guerre mondiale, alors évidemment, toutes les guerres sont violentes, mais c'est obligé à une violence donc d'un contact physique. On voit très bien ça aussi dans le roman allemand À l'Ouest, rien de nouveau, que je vous conseille absolument. Attends, je vais te couper. Est-ce Oui. que tu peux, on va échanger. Est-ce que les gens, il n'est pas flou, Youssef? T'es flou, non? Ou c'est moi qui ai un mauvais regard? J'ai l'impression que t'es flou par rapport à moi et que moi je suis très clair. Ouais, on est d'accord, ça me. Ouais, est-ce que cela est une parabole sur les idées qu'on défend, non? Ah, tu es très flou, je suis très clair. Bah oui. Oui, c'est flou, d'accord. Bon, écoutez, je vais essayer je sais pas comment. Ouais, mais alors c'est pour ça que je demandais au pire, Youssef, tu veux échanger? C'est plus important que tu sois clair et moi flou. Bon, non, mais non. Non, d'accord, vas-y. Non, pas de problème, cher. Vas-y. Pas de problème. Parce que c'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'essaie de me mettre au même niveau. Attends, on va se rapprocher, vas-y. Je vais mettre le chat là, comme ça. Ouais, c'est chelou quand même. Vas-y. Je te floie. Bon, bah, on va faire comme ça. Oui, non, je pense que ça va, l'essentiel là, de toute façon. Tu parlais d'un roman? Peu importe le breuvage, pourvu qu'on ait la coupe. Et alors donc, d'habitude c'est le contraire. Alors bon, bref. Donc je parlais de la première guerre, donc du roman de Rilke. À l'Ouest, rien de nouveau, la première guerre vue du côté allemand. C'est aussi intéressant, très intéressant de voir la première guerre du côté allemand. Et c'est la même chose, hein, avec ce roman extraordinaire, à l'Ouest, rien de nouveau, et qui a été fait aussi en film. Mais ce qui est terrible, c'est d'obliger des gens. Oui, c'est dans le roman, c'est quelqu'un, il a tué, donc c'est un Allemand, il a tué un Français, hein, et il s'est appesanti, puis il tombe sur une lettre qu'il y avait sur le corps, une lettre à sa femme, qui avait, et c'est terrible ce truc. Et il lit la lettre, et voilà. Johnny le roman Johnny s'en va en guerre, c'est la même Johnny s'en va en guerre. Non, exactement, c'est la première guerre, et c'est un film qui est terrible. Alors, il y a le livre aussi de. Il y a le livre. Capote. Truman Capote, c'est ça. Truman Capote, et que je vous conseille alors absolument. Et alors, c'est horrible. Hein. Mais alors je crois que le film aussi est formidablement bien adapté. Hein, et je crois que c'est un film qui est insoutenable. Et pourtant, il n'y a pas une goutte de sang dedans. Ouais. Et j'ai rarement vu un film aussi violent, aussi terrible, et il n'y a pas une goutte de sang dedans. Hein. Enfin bref, Johnny Gottlieb. Dalton Trumbo. Ah, Dalton Trumbo, oui, c'est ça. Capote, c'est autre chose. Dalton Trumbo. Exact. Voilà. Merci. Merci Murasoro. Ouais. Et en gros, c'est l'histoire d'un gars qui a fait la guerre. Un jeune américain, un jeune états-unien. Bon, moi d'habitude, je dis américain à partir de la guerre froide. Hein, donc, jusqu'à la guerre froide, je dis américain. Et après la guerre froide, je dis états-unien. Bon, simplement parce que tout était marqué américain. Et bon, bah voilà, c'est par conformité. Hein. Et après la guerre froide, évidemment, et aujourd'hui encore plus, il faut dire états-unien. Donc, c'est un jeune soldat américain qui quitte son petit village complètement perdu, et pour aller se battre, et il y a sa fiancée qui l'accompagne, etc. Il y a la fanfare, il y a tout cela, et à la gare, il se retrouve, et tout d'un coup, il se retrouve
propulsé dans une tranchée française. Je ne vais pas tout vous raconter. Mais il se retrouve, là c'est juste le début, il se retrouve propulsé dans une tranchée française. Et dans une tranchée, voilà. Merci. Et une bombe, un obus éclate à proximité. Et il se réveille, donc il est gravement blessé évidemment, il est encore vivant. Mais dans quel état? Ouais. Et il prend progressivement conscience qu'il est devenu un homme-tronc. Ouais. On a dû l'amputer de tout. C'est un homme-tronc. Mais même le visage aussi. Alors, et le visage, il n'a plus de visage. Et il a encore un front, je crois, etc. Merci Bubuche pour le raid. Je ne vous en dis pas plus. Donc, c'est ce type à l'hôpital et c'est toutes ses pensées. Ouais. Et, enfermé dans son corps, quoi. Ouais, Enfermé, ouais. Et il voit encore, je crois. Je suis Non, pas je suis pas sûr. sûr. Non, il voit même pas. Vraiment, il a plus rien. Non, il voit même pas. C'est juste. Il ressent la chaleur du soleil lorsque Voilà. les rideaux de la chambre sont C'est juste ouverts. le toucher qui lui reste. Exact. Il lui reste le Non, toucher. enfermé dans son corps, vraiment. Il lui reste le toucher. Et voilà. Et donc, c'est terrible. Il faut... C'est le pire truc. Hein. Ah, mais c'est. Enfermé dans ton Ouais. corps, tu peux. Oh là là. Ouais, là. ouais. Ouais. Le film de Dupontel aussi sur les gueules cassées, je l'ai pas vu. Pourtant, j'aime bien Dupontel, mais c'est parmi... c'est Au revoir là-haut, non? Quelque chose comme ça? Oui, Non, c'est Au revoir là-haut, c'est le dernier, non? Non. Ah si, Au revoir là-haut. C'est Au revoir là-haut. Si, Qui est excellent. Si, je l'ai vu. Qui est Si, excellent. je l'ai vu. Avec les masques là, d'accord. Qui Ouais. est excellentissime. Ouais. Alors voilà. J'aime bien Dupontel, moi. Le J'aime cinéma bien français est capable de faire de très belles choses. Hein. J'ai bien aimé son dernier aussi à Dupontel. Ouais. Avec, comment elle s'appelle, l'actrice, la blonde là, qui était présentatrice TV avant les gens. Comment elle s'appelle Ah là là Efira. Virginie Efira. D'accord. Virginie Efira qui est, de manière surprenante, une très très bonne actrice. D'accord. Elle était présentatrice avant et elle s'est découvert un talent d'actrice et elle est très 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 forte. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Vanken, merci beaucoup. C'était une longue introduction, Youssef. Longue introduction. Je terminerai juste pour dire que la Première Guerre, juste une réflexion, il y a eu beaucoup plus de morts parce qu'on comparait avec la guerre d'Ukraine, il y a eu beaucoup plus de morts avec l'artillerie qu'avec autre chose. C'est surtout l'artillerie qui a décimé, qui est à l'origine. L'artillerie, c'est quoi? C'est les bombes? C'est les canons. C'est les canons. Hein. C'est les canons. C'est l'artillerie qui a tué le plus grand nombre et de très loin. Hein. Et là, il y a une similitude avec l'Ukraine, puisque c'est vrai que la force des Russes, c'est l'artillerie avant toute chose. Hein. Ouais. Voilà, la force des Ukrainiens, c'est plutôt les drones actuellement, d'après ce qu'ils. Mais avec une artillerie, on peut mener ce qu'on appelle une guerre d'attrition. Une guerre d'attrition, c'est-à-dire une guerre d'usure. Ouais. Hein, et on peut laminer les forces. Et c'est là-dessus qu'actuellement Poutine compte justement. C'est laminer les forces régulièrement. Même s'il y a eu un gros éclat hier apparemment contre une caserne russe là, qui aurait fait au moins 700 victimes, entre 400 morts et 300 blessés. Et apparemment, bon, évidemment, avec l'aide des États-Unis, de toute évidence, pour le renseignement, voilà. C'était la nuit de la Saint-Sylvestre. Enfin bref. Il y a 1917 aussi, mais je l'ai pas vu. Et ouais, il paraît que c'est surtout du spectacle, quoi. Oui, non, il y a d'autres films qui ont été faits et on va pas revenir dessus. Et bien sûr, sur la Première Guerre, voir absolument Les Sentiers de la Gloire. Ouais. C'est le film le plus bouleversant, je crois, et extraordinaire, le Kirk Douglas dedans. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est Les Condamnés, là? Ouais, Les Condamnés, Les Condamnés pour à exemple. mort? Ouais, d'accord. Ouais. Oui, je l'ai vu. Ouais, Mais ouais. c'est de... Comment il s'appelle, le réalisateur? Bah alors Celui qui a fait 2001 Orange au-dessus de Mécanique. l'espace, Ouais. Oui, Kubrick, voilà. Kubrick, oui, il est très bien. Ouais, Ouais. il est extraordinaire, Les Sentiers de la Gloire, qui a été interdit longtemps en France, etc. etc. Oui, la règle du jeu, oui, je l'ai vu évidemment, de Renoir, évidemment. On va pas dire La Grande Illusion, même s'il n'y a pas beaucoup de scènes de combat, et ça se passe dans un camp de prisonniers. Mais enfin, il y en a énormément de films qui ont été faits sur la Première Guerre. Malheureusement, il y en a peu qui, enfin, sauf Les Sentiers de la Gloire, et sauf un ou deux qui touchent au fondement même de cette guerre. Hein. Voilà. Oui, et les canons ont fait des morts même après la guerre. Une pensée pour les victimes de munitions dispersées et non explosées. Tu as tout à fait raison. Dans les champs de l'Est de la France et du Nord de la France, dans toutes les zones qui ont été dévastées par ces combats. Il faut savoir qu'il y a eu tellement de morts que, vous savez, l'essentiel des morts en plus, ça va, l'essentiel des morts n'ont jamais été retrouvés. Ah ouais? Des morts d'artillerie. Ils sont pulvérisés. Ouais. Et leurs restes ont été mélangés à la terre. Et à cette terre est aussi mêlé des quantités de débris de métal, d'obus, de ce qu'on veut, de balles et tout et tout. Et il y a certaines terres qui sont devenues complètement impraticables dans l'Est et dans le Nord de la France jusqu'à aujourd'hui.
jusqu'à aujourd'hui. Elles sont impraticables, où on a cette terre qui est un mélange de restes, mais c'est terrible, hein, de restes humains, de débris de métal, etc., etc. Et vivre là, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Alors, j'ai toute ma considération pour ces régions, mais je dis simplement, je n'aimerais pas du tout me retrouver là. C'est une sorte de vaste cimetière à ciel ouvert. Par exemple, il faut savoir qu'un trou d'obus, et ça c'est surtout le Vietnam qui l'a vécu, un trou d'obus ne se reconstitue jamais. C'est-à-dire que lorsqu'un obus explose, et surtout les obus, par exemple au Vietnam, des forteresses volantes américaines, hein, oui, on dirait américaines à l'époque, hein, les B-52, enfin, pas les forteresses volantes, pardon, les B-52, eh bien les bombes étaient si énormes, et les cratères faits par les bombes sont si énormes, qu'ensuite on ne peut pas le reboucher, le cratère, parce qu'on n'arrive pas à obtenir la même densité de terre, parce que c'est une densité de terre qui s'est faite sur des millions d'années. Hein. Et donc même si vous prenez de la terre ailleurs, et vous l'amenez là, vous bouchez, eh bien, ça va être très mauvais pour les cultures, pour tout cela. Alors, les Vietnamiens ont transformé les milliers, les centaines de milliers de trous de bombes en bassins de pisciculture hein, pour élever des poissons. C'est comme ça qu'à l'époque... mais il faut le savoir, le Vietnam a été absolument dévasté. Verdun, oui, alors bien, ceux qui sont allés à Verdun. Et alors, ceux qui veulent voir vraiment... Alors bon, moi, je suis un grand adepte des musées. Hein. Oui, bien sûr, vous en doutez. En histoire, on aime bien les musées. Et donc, du coup, il faut aller voir le musée de Péronne, le musée de la Grande Guerre à Péronne, hein, à Péronne, qui est sur la route du Nord. Hein, et il est très bien fait. Il est très bien fait. Et surtout, on a des tranchées. Il y a une section de tranchées qui a été conservée pour que les gens se rendent compte. Hein. Alors, bien sûr, il y a la verdure. Mais il y a aussi autre chose qui était encore plus terrible, je crois. Et je crois que c'est une des choses les plus terribles de la Première Guerre. Tiens... justement, bizarrement, et c'est pas un hasard, parce que Peaky Blinders, il y a une référence à la Première Guerre. Je ne dévoile rien, vous le savez, en disant que les héros principaux et plusieurs des héros principaux dans cette série ont fait la Première Guerre mondiale. Et ils reviennent de la guerre, justement, et ça participe de tout le personnage, parce que c'est des gens qui ont été marqués par ces horreurs, et notamment par une des horreurs qu'il y avait pendant cette Première Guerre, à laquelle on ne songe jamais, mais qui, je crois, était absolument abominable, c'était les mines. Attention, quand je dis les mines, ce sont les galeries que l'on creusait. Ce sont des galeries que l'on creusait à partir de votre tranchée. Vous creusiez une galerie qui d'abord verticale et ensuite horizontale qui allait jusque sous la tranchée ennemie. D'accord. Alors des galeries qui pouvaient faire plusieurs kilomètres parfois. Ouais. Et ou moins, ou parfois moins, parce que des fois les fronts étaient très rapprochés, le no man's land était très court, peut-être, j'en sais rien, 600 mètres ou 300 mètres. Bon, bref. Et en tout cas, quand la tranchée adverse n'était pas trop éloignée, on creusait donc une galerie qui allait sous la tranchée adverse. Et là, on disposait une énorme quantité d'explosifs. Ouais. Et évidemment, on faisait sauter. Et au musée de la Grande Guerre à Péronne, il y a un reste de cela, d'un trou qui était énorme et qui a enseveli d'un coup je ne sais combien de soldats écossais, enfin de l'armée anglaise. D'un coup. Parce que ce qu'il y a de terrible dans l'affaire, c'est qu'en creusant, eh bien... on entend l'ennemi qui est en train de creuser. On dit, tiens, il est en train de creuser. Ouais. Il est en train de creuser. Il arrive vers nous. Mais on ne peut pas quitter la tranchée. Parce que si on quitte la tranchée, c'est précisément ce que veut l'ennemi. Il veut vous faire quitter la tranchée. Donc si vous la quittez sans qu'il l'ait fait exploser, c'est tant mieux pour lui. Donc vous ne pouvez pas quitter votre position. Et vous ne savez pas à quel moment il va arrêter, à quel moment il arrive sous vos pas, à quel moment il va mettre la charge et à quel moment il va la faire exploser. Ouais. Donc il y a une sorte de suspense insoutenable, ce qui fait qu'on était obligé d'attendre l'explosion. Mais ils peuvent pas le contrer En faisant quoi? En faisant, on n'a pas les moyens d'aujourd'hui qui permettent de détecter des sonars. Il n'y avait aucun moyen d'empêcher cela. Et c'est ce qu'on voit dans le film qui est absolument terrible. Tellement terrible que j'en ai oublié le titre, parce que c'est aussi c'est pas Les Grands Cimetières sous la Lune, c'est l'adaptation d'un roman. On va me le dire tout de suite. La guerre des galeries, ça se faisait au bas Moyen-Âge aussi pendant les sièges. Oui, bien sûr. Alors bien sûr, pendant les Moyen-Âge, mais avec des moyens qui étaient quand même beaucoup moins importants. Alors même si on mettait effectivement des charges, etc. Tout l'art de la polyarcétique, hein, l'art de prendre les villes. Mais évidemment là, c'était dans une dimension beaucoup plus importante. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est adapté d'un roman d'Orgelès. D'Orgelès, et le titre va me revenir.
Et l'adaptation au cinéma est absolument terrible, terrible, terrible. Parce qu'on voit les soldats qui sont dans la tranchée et ils entendent les pics ennemis qui frappent, tac, 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 et un jour ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, ça veut dire que ça y est, ils sont arrivés. Et on doit rester, on doit rester. Et dans le film, là, dont le titre va me revenir, eh bien, les croix de bois, bravo. Alors franchement, je félicite absolument les auditeurs qui sont extrêmement réactifs. Hein. Les croix de bois, qui est absolument un des films les plus terribles, alors très ancien, hein, mais il faut absolument le voir, sur cette première guerre, tiré du roman. Merci Marie, De Dorgelès. merci. Je passe dans les Alors, chats depuis hier pour souhaiter une bonne année 2023 remplie de bonheur et de positivité. Je pense que vous êtes mon 69e. Big love sur vous. Merci beaucoup Marie, merci. Merci. Les croix de bois, donc c'est le film. Ouais, il faut absolument le voir. Si on veut vraiment voir. Parce que il y a un moment où ces soldats sont là et ils se disent bon bah ça va péter, ça va péter. Et justement, enfin heureusement pour eux, l'avis de changement de troupes arrive. C'est-à-dire que d'accord, il y a la relève. On les envoie à l'arrière et donc des troupes fraîches arrivent qui prennent leur place. Et donc imaginez les soldats qui quittent la tranchée et qui croisent ceux qui arrivent. Ouf, on a survécu. Et il y en a qui dit à l'autre bonne chance. Au passage, il peut pas dire Yann, etc. Parce que ce serait atteinte au moral, etc. Et patati patata. Et il dit à un des soldats qui le croise, il dit bonne chance. Cette simple phrase est absolument épouvantable parce qu'il sait qu'évidemment il va disparaître. Enfin voilà. On ne dirait jamais assez à quel point la guerre impérialiste est quelque chose d'épouvantable. Il y avait des équipes de contre-sapeurs qui creusaient pour tuer des sapeurs adverses. Il y avait des escarmouches souterraines. C'est exactement ce qu'on voit. Alors, je ne vais pas tout raconter sur Peaky Blinders. Il y avait des tentatives. Alors, il fallait être... Sur Peaky Blinders ou le Croix de Bois? Non. Peaky Blinders aussi, oui, justement, c'est parce que ça fait référence à cela. Alors, bon, je vais commencer par spoiler et tout, mais effectivement, il y a des réminiscences. Le héros a des réminiscences de cela, parce que lui-même était un de ceux qui creusaient les galeries et même des contre-galeries. Hein, enfin, voilà, je vais pas tout raconter. Et alors, effectivement, mais ça marchait pas tout le temps, parce qu'il fallait absolument. Et donc, il y avait effectivement des combats entre unités de creuseurs de galeries, les contre-sapeurs. Voilà. Bon, écoutez. Juste une dernière question sur la guerre. C'était le gaz moutarde, c'était quoi en fait? L'hypérite. Bon, alors, je vais pas tout raconter, mais même dans Peaky Blinders, il y a une référence à cela. Le gaz moutarde. Un moment, oui. Et j'ai pas tout. Mais le gaz moutarde, c'est un gaz. Alors l'utilisation est difficile parce qu'il faut absolument avoir une bonne connaissance des vents. Hein, la direction des vents, parce que vous balancez cela. Oui, alors on l'appelle moutarde parce qu'il est couleur jaune. Ah, c'est juste pour ça. Hein, la couleur moutarde. Oui, mais c'est un gaz qui tue. Oui, non, bien sûr, je sais. Mais je me disais moutarde. Mais cela dit, il y a des gaz qui tuent de façon beaucoup plus rapide aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est de l'époque. Alors, il tuait pas à 100%. Beaucoup de gens qui ont été gazés, c'est ce que Hitler racontait. Hitler racontait qu'il avait justement subi les gaz et il en fait tout un truc. Ça revient tout le temps dans sa phraséologie. Il a été utilisé pour la première fois. Ouais, ça attaque la peau, alors on peut en mourir. Bon, en tout cas, ça met hors de combat. La première fois que le gaz moutarde a été utilisé, c'est dans la région d'Ypres, en Belgique, d'où le nom qu'on lui a donné aussi l'hypérite. Hein, on l'appelait aussi l'hypérite. Et donc, du coup, c'est ça le gaz moutarde. Alors, très souvent, très souvent, eh bien, les vents tout d'un coup, soudainement changeaient. Et il n'était pas rare que le vent rabatte le gaz moutarde vers ceux qui l'avaient envoyé. D'accord. Donc l'utilisation n'était pas aussi simple que cela. D'accord. Mais c'est le début de la guerre chimique et c'est ce qu'on pense qui a été utilisé par Saddam Hussein contre les Kurdes. C'est le gaz moutarde utilisé par les Anglais contre les Kurdes, ce qui a inspiré Saddam Hussein, et par les Français et les Espagnols contre la République du Rif. Alors, au Rif, on a utilisé du gaz moutarde, absolument. Pétain a utilisé du gaz moutarde, ça c'est sûr. Lyotet, je ne sais pas, parce qu'avant Pétain, c'était Lyotet, il faut le savoir, dans le Rif. Hein, celui qu'on présente comme étant le bon colonial, Lyotet, etc. C'est quand même lui qui a commencé le massacre du Rif. Ensuite, c'est secondé par Pétain. Pétain arrive et Pétain va faire usage. Va faire usage de ces gaz, ça c'est prouvé. Et voilà. Alors pendant la guerre d'Algérie, on n'a pas utilisé le gaz moutarde à ma connaissance, on a utilisé le napalm. Le napalm, par contre, qui est aussi terrible, qu'on appelait les bidons spéciaux. C'était le nom qu'on donnait à cela. Il était interdit de prononcer le nom de napalm. Ouais. Les aviateurs, on leur disait, voilà, il y a des bidons spéciaux. Et ils savaient ce que c'était? Bien sûr qu'ils le savaient. Il y a même, on trouve sur le net le récit d'un de ces aviateurs français qui dit qu'il savait et qu'il, effectivement, c'était... Enfin,
C'était les ordres. Nombre de Enfin voilà, nombre de soldats sont morts des années après à cause. C'est ça, c'est que c'est un gaz qui tue lentement. Hein, c'est un gaz qui tue lentement, qui produit des dégâts dans l'organisme et beaucoup, beaucoup. Ouais. D'ailleurs, j'ai lu le livre de Paul Rocher sur gazer, mutiler, soumettre ou un truc comme ça, à la fabrique. Et il parle aussi de l'usage, par exemple, en manif. Comment ça s'appelle le gaz putain, j'ai un Les gaz trou. lacrymaux, tu veux dire? Les gaz lacrymaux et tout, tu Ah. sais qu'ils utilisent à fond en manif Ah, et bah qui oui. montrent que en fait, Ouais. on dit que c'est des trucs non. Ça, c'est Ouais, les armes non, comment ils disent? Les armes, tu sais, même le flashball là. Ouais, non létal, tu veux Non dire? létal, voilà, Ah oui, les armes oui. non Bah létales. oui. Et qu'en fait, il y a plein de trucs, en fait, non, Ouais, bah, c'est effectivement létal, quoi. Il y a vraiment des morts et tout, et même sur le gaz, ouais, il y a plein d'études qui montrent que le gaz lacrymo, c'est dangereux sur le long terme, quoi. Arme non létale, voilà. Et qu'on devrait. On invitera peut-être Paul Rocher pour une émission sur la police et tout. Je réfléchissais peut-être pour le mois prochain, les gens, un Banou Marc sur la police avec Rigouste et avec Paul Rocher. On va y réfléchir. Ouais. Euh, Alors juste Ouais. pour terminer, au niveau de l'enseignement, de la Première Guerre, je regrette personnellement que cet enseignement de la Première Guerre, parce que évidemment, c'est un sujet très important dans les cours d'histoire, vous le savez, hein. Et donc je l'ai fait évidemment. Et ce que je veux dire, c'est que malheureusement, les programmes, de ce point de vue, posent problème. Sur les. Alors, on vous montre le sacrifice, on montre très bien l'horreur, mais on n'insiste pas assez sur les causes de la Première Guerre, sur les causes profondes et sur l'impérialisme, hein, sur l'impérialisme qui est le moteur de cette guerre. Voilà, et en revenir à Jaurès, et je déplore que la personne de Jaurès soit désormais quasiment ignorée dans les programmes. Les élèves connaissent très peu Jaurès. Bon, alors moi, à l'occasion, évidemment, j'ai toujours insisté sur Jaurès, sur cette grande personne. Un des grands socialistes. Oui, c'était à mon avis un des plus grands, qui a une très grande honnêteté en plus, hein. Mais Jean Jaurès, je veux dire, qui malheureusement a été récupéré par notre gauche officielle de façon inconsidérée. Mais ce que je veux dire, c'est que il est important aujourd'hui, en ces temps de guerre, en ces temps de préparation à la guerre impérialiste, on n'est même plus dans une situation de préparation à la guerre impérialiste, ça c'est ce qu'on disait, on est dans une situation de guerre impérialiste, hein. On ne sait pas combien de temps la guerre d'Ukraine va se poursuivre, quelle va être son extension, parce qu'elle risque de s'étendre aussi, on le sait très bien. Nous sommes en plein dans la guerre impérialiste, hein. Et du coup, alors auparavant, dans les programmes, on évoquait les causes profondes, hein. Alors on distinguait toujours les causes immédiates, les causes profondes, etc. de la Première Guerre. Maintenant, ça va trop vite, on n'a plus le temps. Il y a le programme à faire, il y a le programme voilà, à faire. le programme à faire, et donc on doit surveiller assez rapidement. Bon, alors en première, c'était différent, parce qu'à l'époque, c'est en première qu'on enseignait aux élèves la Première Guerre. Hein, première guerre, la Seconde Guerre. Après, ça a été changé. La Première Guerre, la Deuxième, et c'était fait en terminale, etc. Mais bon, en tout cas, on avait le temps. On avait le temps au lycée de comment, plus ou moins. Et mais après, il y a eu toute cette évolution qui a fait que, alors en troisième, là, c'est plus possible. En troisième, c'est plus possible. Il n'y a plus le temps et on doit survoler, et voilà. Et puis ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Alors qu'il est important d'expliquer aux élèves ce que sont les causes profondes de la Première Guerre, hein, et qu'ils comprennent bien le lien qu'il y a avec un certain système économique, une certaine direction politique. Juste pour répondre à quelqu'un qui a demandé pour Gwenola Ricordo pourquoi elle ne serait pas là. Gwenola Ricordo, elle est aux États-Unis. Elle va venir 3 jours en France, mais les 3 jours, elle est déjà bookée. Donc, ça ne sera pas possible de faire une émission avec elle en février en plateau. Mais c'est prévu que je l'invite, mais ça sera par visio. Pour parler de son livre, c'est une féministe anticarcérale. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, je vois, oui. Exact. Sur les prisons, sur la police et tout. Donc, normalement, en février, là, elle m'a dit d'envoyer un mail pour recevoir son livre. Et donc, sûrement en février, mais ce ne sera pas avec. Et Philoche. Alors, Philoche aussi, ça serait pareil, c'est qu'il ne peut pas venir en studio, Gérard Philoche. Donc, il faudrait réfléchir en visio. Je pense qu'avec son âge et tout, il se déplace plus trop, Gérard Philoche. Ah bon? Ouais, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit ça va être compliqué en studio, mais par visio, ça peut le faire. Voilà. Philoche qui est basé en ce moment sur Twitter, il est bien, hein. Ah ouais? Moi je l'aime bien Philoche. C'est à l'ancienne et tout.
Ouais, à un moment, il a eu quelques sorties assez bonnes, hein. Ouais. Après, en fait, ce que tout le monde lui critique, c'est son attachement au PS, là. Il a mis longtemps. Ouais. Longtemps. Après, pour son excuse à lui, c'était quand même l'aile gauche du PS. Et je pense qu'il s'est illusionné pendant longtemps sur le PS comme l'union de la gauche, quoi. Oui, oui, bien sûr. Bah, beaucoup de gens se sont illusionnés sur le PS, hein. Je veux dire, bon, même Mélenchon, hein. N'oublions pas que même Mélenchon, aujourd'hui encore, n'a pas encore fait son aggiornamento sur Mitterrand. Pardon. Et il continue malgré tout, alors que, bon, Mitterrand... Enfin, voilà, les amis, donc peut-être nous pouvons revenir à... À ta vie, ton œuvre, et aux Ma années vie. 90, et à la guerre en Irak. Il n'est pas question de ma vie, de mon œuvre. Donc, il est surtout question des années, on était aux années 90 à la Ouais, guerre. je crois qu'on avait fini, on avait beaucoup parlé de la guerre en Irak et Ouais. de son horreur et tout, et il fallait voir comment ça se répercute dans le champ politique français. Et toi, ce que tu faisais à l'époque, t'étais où? T'étais avec qui? Tu faisais quoi? Est-ce que t'étais à votre truc à faire des conférences, comment ça s'appelle, à Beaubourg? Ah oui. À Beaubourg. Eh ben non, c'était terminé. Tu peux raconter déjà ce que c'était les trucs à Beaubourg? Ah bah, ça tombe très bien parce que j'y suis allé il y a 2 jours. Voilà. Parce que, attends, je te fais juste une petite parenthèse, juste Oui. pour présenter aux gens, parce que je pense qu'on n'a pas, évidemment, on n'a pas conscience et tout, que militer, je pense, dans les années 2000, 90, avant les années 2000, c'est très différent de maintenant, c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ah bah oui. Et c'est-à-dire que pour rencontrer des militants, pour discuter et tout, fallait se voir, quoi. Fallait Ah se bah voir. c'était au contact, hein. Voilà. Donc, et vous rejoigniez parfois à Beaubourg, c'était ça? Mais absolument. Et c'est qu'alors, bon, très rapidement, Beaubourg, vous connaissez tous l'esplanade qui est devant Beaubourg. Et c'est une esplanade où il y a des battleurs, des conteurs, il y a tout cela, des musiciens. Et bon, bah, il se trouve que par un hasard, enfin, je ne vais pas revenir dessus, nous nous sommes retrouvés à partir de la fin des années 80, enfin, vers 85, 86, 87, jusqu'à 90 exactement. Et je vais vous dire pourquoi, pas au-delà. Enfin, même ça a commencé même en 84. Eh bien, de 84 à 90, pendant environ 6 ans, imaginez, je ne sais pas si on avait déjà dit, non, Non, on n'en a pas parlé du tout. Hein. D'accord. Ils savent pas, les gens. De 84 à 90, figurez-vous qu'on s'est retrouvés alors tous les jours, il y avait environ pas loin d'une centaine, parfois 150 personnes. 150 personnes. Alors, tous noirs et arabes. C'est important de le dire. Tous noirs et arabes, avec très très peu de blancs, hein. Et qui étaient là. Qui étaient-ils? C'était des étudiants qui au départ venaient pour la bibliothèque de Beaubourg et qui ensuite, en redescendant, hein, pas mal d'étudiants, mais aussi des travailleurs, des jeunes travailleurs, des jeunes banlieusards aussi, des jeunes banlieusards, hein, et tout ce petit monde, eh bien, discutait. Alors il y a des tas de petits groupes comme ça. Merci Nosfera. Ils discutaient alors au même endroit, une sorte d'agora, un petit peu comme Hyde Park Corner, pour ceux qui connaissent, à Londres, hein, et on discutait de tous les sujets. Alors non, c'est pas de tous les sujets, on discutait pas de la météo, c'était pas des recettes de cuisine qu'on échangeait, c'était essentiellement sur, bien sûr, le racisme, l'anti-impérialisme, la Palestine, l'Afrique du Sud, l'apartheid qui était très présent à l'époque, hein, la colonisation, etc. C'était les sujets. Et bon, ça s'est fait de façon assez drôle parce qu'au départ, Beaubourg avait décidé de faire une exposition sur la seconde génération immigrée. C'était la mode à l'époque, ce qu'on appelait la seconde génération immigrée. C'était un peu Twitter, mais en mieux. Voilà, exactement, et en direct. Et puis donc l'exposition a fait venir des tas de jeunes de banlieue qui connaissaient pas, qui venaient jamais sur Paris auparavant, et qui à l'occasion venaient, alors, des cités, etc. Alors, pas des milliers, mais pas mal. Surtout les nanas, parce que le PS... incitait, vous savez, le PS a joué beaucoup les jeunes filles contre les jeunes garçons, hein. Ouais, Et bon, Beaubourg, c'était vraiment joué à fond cela, hein. Donc il y avait des expositions sur ce qu'on appelait les nanabeurs, entre guillemets. Il y a même un groupe qui s'appelait les nanabeurs, enfin bref. Avec force subvention d'ailleurs, il faut le dire, hein. Force subvention qui, à mon avis, très souvent était indue. Mais bon, c'est comme ça. Toujours est-il que beaucoup de jeunes venaient comment, à cette expo. Venaient pour se voir, en fait, parce que c'est l'expo qui parlait d'eux. C'est l'expo qui parlait d'eux, hein. Bon, alors c'était assez unique, je crois, dans l'histoire, où vous allez à une expo qui parle de vous. Et mais du coup, les gens avaient un tel besoin de discuter entre eux, ça manquait, on n'avait rien. Tout le monde était isolé dans ses cités, à subir déjà beaucoup de choses, que ça a énormément plu.
Bon, moi j'étais déjà militant aguerri, on va dire à l'époque, mais beaucoup de ces jeunes-là. Et donc du coup, eh bien, l'exposition a tellement plu que les gens venaient tous les jours et au bout d'un moment, il a bien fallu comment fermer l'exposition, la changer. Eh bien, on nous a dit, bah écoutez, si vous voulez continuer à discuter, allez discuter dehors. Hein, Et ben, c'est ce que tout le monde a fait. Et jour après jour, les gens revenaient. Jour après jour, les gens revenaient, et ça a créé une sorte de communauté absolument incroyable. Je croise aujourd'hui, parfois dans le métro, des gens qui m'ont connu à Beaubourg à l'époque, qui sont retournés au bled en Afrique, hein, et qui me disent « Mais Beaubourg, mais oui, vous savez Beaubourg !» Alors, c'est extraordinaire. Hein. Il y a eu Fabrice Olivet Fabrice Olivet d'Assud qui était reconnu. Il y a Ahmed aussi. Alors, je pense que les gens... aussi, oui. Je sais pas si vous vous rappelez le débat sur le rap, les gens avec Youssef, il y avait Ahmed qui était à côté. Et donc, lui aussi, il était dans les trucs de Beaubourg, c'est ça? Mais c'est là-bas qu'on s'est connus. Et d'ailleurs, Ahmed et moi, nous n'étions pas spécialement du même bord. Enfin, du même bord. On était grosso modo du même bord politique, hein, mais nous n'étions pas amis. Il y avait des petits groupes comme cela. Lui avait certaines voilà, il disait des choses, il pensait qu'on pensait des choses et voilà, il y avait une hostilité. Hein. Une hostilité qui était pas un problème de personne, hein, qui était fondée sur des présupposés idéologiques. Ah voilà, ces Arabes qui parlent. Parce que lui, il est noir, il est du Bénin, non? Oui, il est béninois, oui. Ouais. Lui aussi avec ses copains à l'époque. Bon, il était étudiant à l'époque, hein. Ouais. Il était étudiant et il était étudiant donc en médecine pharmaceutique. Hein. Ouais. Et donc du coup, alors bon voilà, alors, il y avait des petits groupes rivaux et tout. Il n'était pas un peu, comment on appelle ça, ceux qui sont un peu sur... Chez Anta Diop. Ouais, voilà, les kémistes. Non, il n'était pas kémaliste. Non, pas kémaliste. Les kémistes. T'es sûr c'est les kémistes? Ouais, mais qu'est-ce que je vais... Oh, les kémistes, je ne sais plus. Enfin, oui. Si les gens peuvent nous dire, c'est ceux qui sont un peu genre le revenir sur l'histoire ancienne, l'Égypte, les Égyptiens étaient noirs. C'est ça, oui. C'est les thèses de Cheikh Anta Diop. Oui. Mais après. Moi, je vais aussi mettre un peu en guillemets parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui aussi surinterprètent les thèses de Cheikh Anta Diop. Oui. Non, mais Ahmad, c'était basé sur quelque chose qui n'était pas forcément faux. Je veux dire, il disait qui sont, et entre autres moi, cet arabe là qui parle de l'apartheid, etc. Et vous le savez comment le kémitisme, ouais. Et les arabes qu'on fait de la traite africaine, etc. Tout ça. Donc il avait moi ce que je trouve une prévention qui était normale. Oui, bien sûr. Une prévention qui était tout à fait normale. Et c'est après que nous sommes devenus amis, mais c'est très longtemps après. On s'est retrouvés sur Facebook. Voilà, on s'est retrouvés sur Facebook et il me dit mais oui, Youssef de Beaubourg et tout. Bon voilà, on s'est rendu compte qu'effectivement là comme l'autre on n'avait pas changé, on continuait à tenir la route au plan militant et du coup voilà, et maintenant c'est un très bon ami. Et ça s'est arrêté dans les années 90. Alors 90. Non mais c'était extraordinaire parce que imaginez des Noirs et des Arabes en train de discuter comme ça, un petit groupe, et des touristes qui arrivaient qui nous regardaient mais avec des yeux un petit peu les animaux savants. Moi, ça me faisait penser à... Bon, alors évidemment, toute proportion, mais je pense que les Romains, observant Spartacus, parce que Spartacus est un des premiers qui faisait cela, vous savez, Spartacus, le vrai Spartacus qui a existé, c'était un esclave, mais qui était lettré, qui savait lire, écrire, hein, et qui avait du bagou, hein, et qui haranguait les autres esclaves. Et on trouvait ça rigolo. C'est-à-dire qu'en aucune façon... C'est mignon. Voilà, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Regardez, dis non, mais il parle en plus. Mais c'est extraordinaire. Puis il sait parler. Hein, et j'ai l'impression que les gens nous regardaient un peu comme cela. Il y a des touristes qui venaient du bout du monde. Parce que quand on est un touriste et qu'on arrive à Paris, c'est évident qu'on va aller à Châtelet, à Beaubourg. Ouais. Et quand on arrive à Châtelet, à Beaubourg, donc au cœur de Paris, on tombe sur qui? Pardon. Sur cette bande comme ça qu'elle a. Et alors, on restait toute la journée, jusque fort tard le soir. Quand quelqu'un ne venait pas un jour, on s'inquiétait. Qu'est-ce qui lui arrive? On l'a pas vu. Vous n'avez pas les téléphones portables? Mais non, il n'y avait pas les téléphones portables. C'est une autre époque, les gens. C'était une autre époque. Donc voilà, et donc on n'avait aucun moyen. Vous savez jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucun moyen de joindre des anciens, des vieux travailleurs qui sont à la retraite maintenant. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Ouais. Au plan santé, c'est terrible parce que eux n'ont pas du tout pris le biais numérique, comme on dit, et je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus. Et donc voilà. Et c'est extraordinaire. D'ailleurs, Beaubourg est la plus belle réalisation de ce pays. Je le dis. Hein, la plus belle, la plus belle chose de ce pays. C'est tellement moche comme bâtiment. Alors le bâtiment est archi moche, mais la possibilité de donner, mais la possibilité d'offrir aux gens
euh, autant de connaissances. C'est gratuit encore la C'est BPI? gratuit. Il y a un moment, il était question, justement, de mon temps, il était question de la faire payer ne serait-ce qu'un franc symbolique, parce qu'ils ne voulaient pas que les clodos viennent squatter. Oh là là. oui. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain Mais même les bibliothèques municipales, on se rend pas compte. Pour moi, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, bah Les oui. bibliothèques bien sûr. municipales, je veux dire. Bien sûr, c'est extraordinaire. Ouais. Gratuit, Et que pour- à un moment où tout tu- est marchandisé. Et que pour pas grand chose, tu peux emprunter tous les livres. Mais oui. Moi, je trouve que c'est un bon truc. Ah, quoi. mais- Ça, c'est mais- des trucs à garder, les gens. Ah bah moi je pense que c'est la plus belle chose de ce pays. Alors, s'il y a vraiment une chose, une belle réalisation, enfin je ne sais pas si c'était voulu, hein, mais eh bien avec l'école. Dis-moi, il est incroyable, fermé là. C'est Rabourdi, il est architecte. Ah d'accord. Arrête, c'est super moche. Arrête. Alors, en tout cas, offrir la possibilité de telles connaissances, moi c'est grâce à Beaubourg que j'ai fait mes études, il faut le savoir. Comment j'arrivais le matin avec un sandwich pour toute la journée et je décollais pas jusqu'à 9h le soir, le week-end. Et voilà, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et donc, Longue vie à Beaubourg, il y a eu un documentaire qui a été fait sur nous à l'époque. On était passé un petit peu. Pas sur l'Agora, mais sur les gens qui utilisaient Beaubourg, etc. Bon, bah voilà. C'est là-bas que j'ai fait toutes mes recherches moi, concernant la Palestine, sur les microfilms, sur la presse à l'époque. Enfin bref, c'est extraordinaire, Beaubourg. Extraordinaire. Moi, je savais pas qu'il y avait une bibliothèque. Moi, pour moi, il y avait qu'une salle de spectacle et ça me saoulait. Ah ouais. Genre, je voyais un truc de Ah non, riche où non. je pouvais pas Ah non. entrer. Donc, je vais aller voir la bibliothèque. La bibliothèque, elle est extraordinaire. Et on peut rentrer comme ça alors. Mais oui, mais ce qu'il y a. Alors, j'ai une petite astuce que je t'indiquerai pour pouvoir rentrer sans trop, sans trop faire la queue. Je peux pas. D'accord. Désolé, les amis, je peux pas la révéler publiquement. Elle est derrière la bibli. Ah, d'accord. Ah. D'accord. Ah oui, non, mais la Bibli, alors elle est sur 2 étages. Le dimanche, il y a la queue. D'accord. Alors, c'est vrai, dimanche, il y a une queue énorme. Bon, maintenant, la queue est énorme et en même temps. Parce que moi, j'avais vu. Moi, la première fois, la première année, on m'avait parlé de la bibliothèque François Mitterrand. J'étais allé, il y avait une queue de malade et en plus, il fallait payer pour aller à l'intérieur. Ah bon? Ah ouais, oui. Et en fait, aller à l'intérieur, vraiment. Bah, moi, j'ai dit, je suis pas envie de payer. Vous pouvez rester que dans les couloirs. Et donc, je suis resté dans Ah le ouais couloir. Tu dois payer pour entrer dans les trucs où il y a les livres et tout, quoi. La BNF. Ah bon? Comment ça se fait depuis Ah quand? bah écoute. Non, pas aujourd'hui. Hein. Ah bah si. Bah, on paye pas là pour la bibliothèque. La BNF. Comment ça, Bah, la BNF? attendez. Pour consulter les livres et tout, moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, il faut payer un Mais- abonnement. Mais non. Mais Ah ça bon? va. Mais attends, j'y suis allé Après encore. 17h, c'est gratuit. La BNF, Quoi? c'est payant, merci. Bah, c'est depuis quand ça? La BNF, c'est payant. Vous êtes malade, vous. Mais 5 euros la journée, merci. Mais attendez, mais depuis quand? Mais moi, c'était il y a 4 ans que j'y suis allé, c'était ça. Ah, mais moi, j'étais pas. Oh, c'est incroyable. Ils l'ont fait. Oui, merci, voilà. Ils l'ont fait. Mais c'est Voilà. c'est terrible ça. Oui. Voilà, merci. 15e année qu'ils le font. Non, 15 euros l'année. Ah, pardon. Ah oui, pardon. 5 euros la journée, 15 euros l'année. Et en fait, je me suis dit, ah, c'est bon, je vais pas y aller. Bon, 15 euros l'année, ça va. Oui, ça va, oui, mais c'est ça va. payant, quoi. Moi, Mais je voulais oui. juste y aller la journée, c'était 5 euros la Mais journée. oui, Je fais, allez, mais vas-y. oui, oui, 15 euros l'année, c'est quand même jouable. Voilà, Mais, les salles de recherche très payants, oui. Ah, parce qu'il y a 2 choses différentes alors. Non, mais de toute façon, en fait, tu peux Non. rentrer sans payer, mais tu peux pas rentrer. Ils ont mis des portiques. Tu peux pas rentrer dans la bibliothèque pour emprunter les livres. Tu peux rester que dans le couloir. Tu sais, t'as tout le truc là. Ah oui, pour emprunter les livres à la maison. Mais tu peux pas rentrer emprunter. Faut que tu payes pour rentrer emprunter. Moi, j'ai pu rentrer sans payer, mais juste rester dans le Mais couloir. est-ce qu'il y a les grandes salles avec les livres en accès libre? Non, Non, moi, il faut d'accord. payer. D'accord. Bon, bah écoutez, je suis désolé. Bon, enfin, ça reste quand même praticable. Alors, c'est ça. Alors, ils ont mis en pratique ce qui était à l'époque suggéré. Alors après, attends, excuse-moi, juste pour les bibliothèques municipales, c'est payant pour emprunter. Oui. Et franchement, les abonnements de bibliothèque municipale, c'est pas très cher. Et pour moi, ça fait partie des trucs, la bibliothèque municipale pour emprunter, où tu participes à ce que ça puisse exister, ce truc-là. Et franchement, oui, ouais, oui, c'est oui, pas oui. cher. Non, Moi, non, je non. sais que j'en avais un. Ouais, ouais. J'avais un abonnement. Et par contre, c'est toujours gratuit, les bibliothèques municipales, pour te poser et pour lire. Hein. Ouais, C'est ouais. juste pour emprunter que c'est payant. Mais bon, bah, je ne sais pas qu'à Beaubourg, maintenant, c'était payant pour simplement lire sur place. Ah ouais, il y a des incroyable. bibliothèques où c'est gratuit, même l'emprunt. Je savais pas. Oui, oui, ça, j'en suis sûr. Hein. Après, tout dépend des municipalités. Hein. Enfin, voilà. Donc, de mon temps, à l'époque, tout est entièrement gratuit. Ah oui, alors, à Argenteuil, oui. Ils ont gardé ce truc, heureusement, malgré la municipalité vraiment franchement réac qu'il y a à Argenteuil maintenant. Putain, je savais pas que c'était gratuit même pour emprunter. Bah, c'est top, ça. C'est top. C'est top. Ah, BNF et Beaubourg, c'est pas la même chose, c'est ça? Bah oui, BNF, mais depuis le début. Mais moi, je te dis pas je te dis pas Beaubourg, je te dis la Oh, n'importe La quoi. BNF à Mitterrand. C'est le grand truc avec Oh les. là là, mais bien sûr, mais autant pour moi, mais bien sûr que c'est payant ça. D'accord, Mais voilà. oui. Oui, oui. Oh là là, n'importe quoi.
Tu sais, où il y a une forêt au centre de votre Mais bien bibliothèque évidemment. là. Ah oui, oui, bien sûr, ça elle a toujours été payante. Ah oui, D'accord. d'accord, j'ai eu peur. D'accord. J'ai eu peur, ouais. Parce que là, je suis pas rentré, là, quand j'y suis passé, je suis pas rentré exactement dans les... Ouf, d'accord. Mais il était question de faire payer à Beaubourg, je vous le dis, pour cette histoire de limiter l'entrée des clochards. Ah, Hein, ne serait-ce Miskin, que wesh. les pauvres, bah, ils viennent se chauffer l'hiver. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le bâtiment est incroyable aussi. Moi, je trouve ça moche aussi, la BNF. Désolé, Rabourdi. Avec cette bibliothèque, cette forêt à l'intérieur, moi, j'aime pas. Avec ces grands trucs là, ces grandes tours là, 4 grandes tours. Mais c'est vrai que c'est plus joli que Beaubourg. Moi, Beaubourg, j'aime pas Rabourdi. Désolé, j'aime pas le. J'ai l'impression que c'est pas fini. Ah, désolé, c'était mon Ouais, non, esthétique mais qui t'as sont bien raison. problématiques. Oui, bah, oui, Beaubourg, bah ouais, on l'appelle la raffinerie. Hein. Ah ouais. Ouais, à l'époque, on appelait ça la raffinerie. Bon, alors donc Et pour toujours finir dit que- 90. Alors donc du coup, cette espèce d'agora se prolongeait fort tard le soir. Le week-end, parfois la police intervenait parce qu'il y a les voisins qui alertaient la police. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'évidemment ça faisait du bruit, hein, jusqu'à fort Ouais, c'est le tard, milieu de 1 Paris. heure, Hein. 2 heures du matin. Parfois on ratait le dernier métro. On était tellement accro à la discussion qu'on ratait le dernier métro. Et on nous arrivait plusieurs fois d'attendre le premier métro dans un café. Il y avait des cafés qui fermaient pas la nuit là, dans un coin, en attendant le premier métro. Hein. Mais pour vous dire l'engouement. La belle époque. Alors voilà, des tas de gens se sont rencontrés là. À l'époque, il y avait MC Solar qui passait. Enfin, Ah ouais moi je le connaissais pas à l'époque, c'est lui qui l'a dit par la suite Ah, dans une interview. Bah, il disait je passais, puis il parlait de nous, puis il citait nos noms. Il dit oui, il y avait un autre qui s'appelait Ted. Ted qui était de Mauritanie, je crois. Et il parlait de Ted et de moi, voilà, j'étais étonné. Donc visiblement, il passait à Beaubourg, puis il nous écoutait parce qu'il y avait des gens formidables. Hein. Il y avait un prof de philo, un Nigérian, qu'est-ce qui me faisait rire celui-là. Alors lui carrément, parce que comme il y a un café qui était à côté, parce que nous on empiétait sur la piazza, etc. Et donc il y a un café qui est à côté en bordure. Et d'ailleurs ça crée des problèmes avec le cafetier, parce qu'on commençait à déborder sur les tables extérieures et tout, on gênait la clientèle. Et bien ce type-là, carrément, ce prof de philo nigérian, il s'asseyait carrément à... Non, il était haïtien. Il s'asseyait à une des tables et il donnait des cours de philo. Ah ouais, aux gens. Oui, il se faisait payer comme ça. Non, mais il avait trouvé un job comme ça. Il y avait des tas de choses autour. Mais pourquoi je vous dis cela? Parce que le cafetier de ce café, eh bien, avec qui on était toujours un peu en bagarre, il venait nous voir, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, il était tout le temps en bagarre avec lui. Bon, très longtemps après, Beaubourg était terminé, etc. Je retrouve ce type qui tenait un café en face de l'Institut du monde arabe. Ah d'accord. Le café qui est en face. C'est lui qui le tenait. Il avait changé, il l'avait racheté, etc. Et bon, très bien. Ah, déjà, bon, j'ai dit bonjour, ça va et tout et tout. Et puis, il rechange de café. Et très longtemps après encore, je le retrouve, place de la Bastille, le café qu'on appelle le café des phares. Et figurez-vous que le café des phares, c'est ce qu'on appelle le café philo. Vous savez qu'il y a eu une mode à l'époque, à la fin des années 90, début des années 2000, c'était ce qu'on appelait les cafés philo. C'est-à-dire que le samedi matin, généralement, les cafetiers mettaient le café à disposition des gens qui voulaient discuter philo. C'était un petit peu gratuit revenir... Bah, vous preniez une consommation. Ah d'accord. Oui, ok. bon. Oui, je vois Mais ce que tu il veux dire. n'embêtait pas trop sur les consommations, Ouais. etc. Mais bon, et voilà, les gens discutaient. Donc, alors c'était pendant certaines heures le samedi matin. Hein, Oui. c'est une époque. Et donc, les gens venaient sur des sujets de philo, etc., etc., etc. Et un jour, je passe devant ce café des phares. Et je tombe sur le cafetier. C'était toujours le même qui était à Beaubourg. Il a tous les. Et il me dit, alors on est devenus copains. Du coup, maintenant, vous savez, c'est les vieux ennemis deviennent copains. Et ils deviennent, comment il vient me voir puis il me dit, mais est-ce que tu sais que c'est par vous que j'ai fait cela? Je dis comment ça? Il me dit bah oui, parce que l'histoire de Beaubourg, ça m'a donné l'idée. De faire le café. Comme il y avait ce type qui me donnait des cours de philo et tout, et puis il a donné l'idée, en gros, on peut très bien marier les deux, Bah oui. la consommation du café et puis les discussions politiques, etc. Bah, c'est même le meilleur. Et du dans coup, un c'est café. le thème qui... Alors, c'est rigolo, parce qu'après, il y a plein de cafés qu'il faisait. Et donc, Ouais. voilà. Donc, les cafés philo, c'était des C'est vrai que conséquences. ça n'existe plus trop, ça, les cafés. Non, philo. ça n'existe plus. Et C'est vrai que ça dommage. n'existe plus trop. J'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait des cafés où tu retrouvais des philosophes, des intellectuels radicaux de gauche Les et réseaux tout. sociaux ont tué tout. Et que là, il n'y a plus le truc de rencontrer oui. et tout. Ah oui, parce que là, on voyait les personnes en chair et en os, etc. Et comme pour Beaubourg. Et voilà, et on s'empoignait. Alors, à Beaubourg, on s'engueulait, ça gueulait et tout, les trucs. Mais ça n'a jamais dépassé des limites. Hein. Il n'y a jamais eu de bagarre. Hein. Vraiment, hein. Ouais. C'était des gens qui gueulaient fort, c'est tout. Hein. C'était vraiment, franchement. Hein. Et il y avait des petites coteries, évidemment, des petits clans. Alors, les grands thèmes, c'était, je vous l'ai dit, hein, l'Afrique du Sud, la Palestine, l'impérialisme, la colonisation, tout cela. Mais c'était rigolo parce qu'il y avait des figures qui émergeaient hautes en couleurs. Et c'était un véritable spectacle, quoi. Ouais. Et pourquoi ça s'est arrêté, Youssef, La guerre.
La guerre du Golfe. Voilà. 90. Ah, c'est ça qui a arrêté le truc. Ouais. Pourquoi? Vous Eh êtes bien, embrouillé? Non, pas du tout. La guerre arrive. Alors pourtant, il y avait déjà eu des frictions avec la police à différentes occasions. Oui, à cause des voisins qui râlaient et tout, surtout le soir, le dimanche soir, le samedi soir. Et la police avait déjà essayé de nous empêcher. Mais à chaque fois, on revenait et par la pression, on réussissait à s'imposer comme cela. Hein. Et bon, puis finalement, on ne présentait pas de danger ou quoi que ce soit. Hein. C'était valait mieux autant que les gens soient là à discuter. D'accord. Et je pense que c'était une bonne chose de la mairie de Paris de ne pas avoir voulu, malgré tout. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que donc les policiers déjà des fois nous embêtaient parce qu'il y avait déjà il y avait 2-3 petites choses qui avaient été faites qui étaient qui n'étaient pas style comment peindre sur le parvis de Beaubourg en grosses lettres géantes Jérusalem est arabe aux couleurs du drapeau palestinien. Bon, ça avait plu moyennement, donc on avait été chopé, on avait été emmené au poste de police qui était en face, on avait été libéré par la foule de Beaubourg qui était venue faire le siège du commissariat. Non mais c'était des bains-douches qui avaient été transformés en commissariat qui était juste à côté. Mais c'était rigolo parce qu'il y avait des gens du monde entier. Alors, il y avait aussi je me rappelle, parce que c'était la grande période, il y avait beaucoup d'exilés. Il y avait des Iraniens, il y avait des gens du monde entier qui étaient là. Tous ces exilés qu'on retrouvait dans Paris, politisés, qui étaient... c'était extraordinaire, c'était le tiers-monde qui était là à Paris. Ouais. Hein, le tiers-monde qui était là et voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il n'existe aucun film là-dessus. Je ne sais pas s'il existe des photos. Ah ouais, c'est dommage, ça, des parce photos, que c'était énorme comme truc. Et alors donc la guerre approchant, l'État on rigolait plus. Et le jour où la France est entrée en guerre, parce que la France est entrée en guerre, a été belligérante dans la guerre contre l'Irak. Et à partir de cette date-là, eh bien, c'était terminé. Les flics sont arrivés. Là, ils rigolaient plus du tout. C'était plus les mêmes. C'était les CRS. Et en gros, c'était l'état de guerre. L'état de guerre, donc plus aucun attroupement. D'accord. Plus aucun attroupement. Et d'ailleurs, pas que pour Beaubourg. Partout, ils ont essayé de faire ça dans les banlieues et tout. Tout attroupement était Mais interdit. c'est vrai que là, tu réfléchis. Mais là, ce serait pas possible en fait. C'est-à-dire Genre, là, on parle des réseaux sociaux et Oui. tout, mais s'il y avait un attroupement comme ça tous les jours à Beaubourg, Oui. de 150 personnes, ça Ah, serait je pas Il possible. n'accepterait pas. Ouais, ça Non, serait non, pas il possible. Ça accepterait serait... plus. tu bah pourrais non, pas, tu ça, n'aurais c'est- pas le droit. Ah bah non, c'est une régression terrible. Ouais. Et c'est la guerre qui a permis ça. Parce qu'ensuite, quand la France n'était plus en guerre, il n'y a pas eu de retour. Enfin, évidemment, puisque Ouais. les gens n'y pensaient plus, ils n'étaient pas forcément là. Mais tu as tout à fait raison, c'est que la guerre, elle est là aussi pour supprimer les libertés. Ouais. La guerre est là pour supprimer les libertés. Et ce que je veux dire, c'est que c'est avec cette guerre que le rassemblement était interdit du jour au lendemain. Et là, ils rigolaient plus du tout. Ils étaient plus bon enfants. Hein, c'est terminé. Et ça s'est terminé comme ça. D'accord, c'est dommage ça. Ouais. C'est dommage. Ouais. Alors des tas de gens ne se sont plus revus. Etc. Du jour au lendemain comme ça, et alors que ça constituait une communauté. Alors, ça constituait tellement une communauté Beaubourg, figurez-vous que des gens avaient dit il faut qu'on crée une association des gens de Beaubourg, les Beaubourgiens quoi. Et alors, on n'a pas fait l'association, mais on a fait plusieurs manifs, on a fait des cortèges des gens de Beaubourg Ah ouais. pour la Palestine. C'était pour la Palestine. Alors, c'était tous les mordus de la Palestine de Beaubourg. Hein. Et donc, on s'est cotisé. Alors, c'est des gens qui n'étaient pas forcément riches. Hein. Donc, tout le monde s'est cotisé. Pourquoi ? Pour payer un camion sono, figurez-vous. Ah ouais. Ah ouais. Enfin, Pour avoir de louer votre- une camionnette Ouais. avec une sono. Et puis une grande banderole, et faire une grande banderole, etc. Et c'était extraordinaire, ça, parce qu'on était quand même assez nombreux. Donc, du coup, ça allait. Mais faire une grande banderole, c'était Beaubourg qui fait... C'était la contribution de Beaubourg à la Palestine. Et à l'époque, là, dans ces années-là, tu es dans aucune orga là. Alors, non. Tu virevoltes. Je suis dans aucune orga, c'est l'organe, le petit groupe. Oui, dans lequel officiel, j'étais. j'ai envie de dire. Ouais, le petit groupe officiel qu'on faisait n'existe plus. Bon, on va pas s'apesantir sur la répression. Il y a eu d'autres choses, mais on va dire qu'on a subi la répression. Et donc du coup, le petit groupe auquel j'appartenais, n'existe plus. Il y a eu des gros problèmes, enfin des gros problèmes de répression, hein, pas des problèmes internes. Et puis il y a cette guerre qui arrive, donc c'est pas terrible, le climat est morose. Ouais. La guerre, et puis ensuite il y a les accords d'Oslo, on l'a dit, on va pas revenir dessus. Il y a L'accord d'Oslo, guerre c'est quelle année? 94? Ouais, 94, mais auparavant il y avait la conférence de Madrid qui a précédé, qui a amené ces accords d'Oslo. Mais bon. T'en pensais quoi à l'époque? Vous en pensiez beaucoup? Parce que c'est beaucoup présenté les accords d'Oslo comme une avancée.
Ah, nous étions contre. Totalement Il contre. n'y avait pas l'image de Clinton avec les deux présidents, non? Oui, Comme oui. ça, genre. C'est ça, cet accord-là? Oui, oui, oui. Alors, non. Non, non. Moi, je me rappelle Alors, est-ce que je rêve ou si, c'est l'image. Clinton, t'as raison, c'est Clinton. La poignée de main, oui, avec Oui, oui, c'est ça, Yasser avec Arafat et Rabin. Ouais. Et donc, c'était présenté comme une grande avancée Oui, oui, à oui. l'époque. Oui, oui. Disons que la conférence de Madrid, La poignée de main. la conférence de Madrid a commencé avec Bush père, hein, et ensuite, donc il y a eu Clinton, il y a eu tout cela. Non, non, nous étions absolument contre, résolument contre. D'ailleurs, deux personnes comme Mahmoud Darwish et Elias Sambar Edouard Saïd étaient contre ces accords également. Edouard Saïd aussi? Absolument. Alors qu'il était plutôt. Il était étonnant, c'est-à-dire il critiquait beaucoup Arafat sur l'aspect de la démocratie, il reprochait à Arafat de ne pas être un démocrate. Ouais. Mais il reprochait à Arafat de ne pas être un démocrate. Mais en même temps, il était très ferme sur un certain nombre de choses et il disait que les accords d'Oslo vont aboutir à rien, dans la mesure où la partie adverse n'apparaissait pas du tout comme étant sincère. Et le problème, c'était pas uniquement Rabin. C'est que Rabin, c'est bien, mais derrière, il y a des tas de gens qui, même eux, ne pensaient pas comme Rabin. Donc s'engager avec aussi peu d'éléments fiables, oui. Juste parce que là, c'est vraiment une période que je connais pas trop. Rabin, c'était l'aile gauche ou pas? T'es sioniste ou pas? Ah bah il est sioniste. Oui, non, mais l'aile gauche des sionistes, veut dire. Non, alors Rabin était au Parti travailliste. Parce qu'il me semble que les gens ont une bonne image de Rabin. C'est Mais celui oui. qui a été assassiné Oui, il était par un extrémiste juif. Exactement. Donc il était. Alors, il faut savoir que cet extrémiste n'est pas n'importe qui. Cet extrémiste était lié à un groupe qui s'appelle le groupe Kahana. Mais d'abord, je veux dire, Rabin, c'était le Parti travailliste. Disons donc que l'aile gauche, entre guillemets. Voilà, l'aile gauche, entre guillemets. Il faut le dire, il faut vraiment mettre des guillemets, parce que la guerre de 48 a été faite par l'aile gauche. Hein. Oui, mais après, je suis pas en train de te dire que l'aile gauche... mais l'aile gauche... Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas appliquer BDS à Wissam. Non. Mais Rabin était donc effectivement l'aile conciliatrice, on va dire, plutôt que l'aile gauche, on va dire l'aile conciliatrice. Moi, dans le cas d'Israël, j'ai toujours du mal à dire droite ou gauche. On va dire l'aile modérée, on va dire, l'aile modérée. Et effectivement, le type était, de son point de vue, était sincère, évidemment. De son point de vue, était sincère. Il pensait que, et on a vu la suite, c'est que en fait derrière, il y avait ce qu'on appelle l'État profond israélien qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer. Certains peuvent imaginer, d'accord, et qui est porté par une dynamique coloniale épouvantable et qui, à mon avis, sur laquelle il ne reviendra jamais. Il ne peut pas revenir parce que ce serait se dédire et ce serait commencer comme l'Afrique du Sud, le syndrome de l'Afrique du Sud. Ouais. C'est ça qui hante les dirigeants israéliens. Et donc on commence par faire une concession, ensuite c'est pour ça qu'ils se disent. Et celui qui l'a assassiné est un type qui fait partie d'un groupe qui s'appelait le groupe du rabbin Kahana. Et il faut savoir que ce groupe du rabbin Kahana est désormais interdit. Le rabbin Kahana, c'est une personne aussi? Alors, le rabbin Kahana, c'était un rabbin fou furieux. Fou furieux, le rabbin Kahana, et qui était, disons, qui est le chef de file de tous les colons de Cisjordanie. Hein, c'est-à-dire la Bible dans une main et le pistolet mitrailleur dans l'autre. Hein. Mais un fou furieux, vraiment. Le rabbin Kahana, pour qui la seule solution pour dealer avec les Palestiniens, c'était le pistolet mitrailleur et rien d'autre. Hein. Vraiment cela. Et le rabbin Kahana, dont un des adeptes avait déjà fait un massacre, Baruch Goldstein, dans la ville d'Hébron, au caveau des patriarches, dans les années 90. Il avait mitraillé des fidèles musulmans en prière dans le dos. Comme ça, il est arrivé dans la mosquée. Pendant la mosquée pendant la prière. D'accord. Ouais. Il les avait mitraillés. Ça, c'était avant l'assassinat de Rabin. Ouais. D'accord. Oui, c'est avant l'assassinat de Rabin. Je sais pas, je demande, moi je connais pas. Baruch Goldstein. Oui, bien sûr. Oh là là, du coup. Non, je crois que c'est après. Non, je ne sais pas. Oh là là, j'ai un trou. Les amis vont nous trouver ça. Alors, ça s'appelle comment, l'attentat de quoi? Le caveau des patriarches. Baruch Goldstein au caveau des patriarches. Si vous pouvez regarder les gens, c'est quelle... Ouais. De toute façon, c'est dans cette période. Enfin, non, c'est... Et... Oui, c'est après parce que ça faisait partie de l'accord... oui, parce que ça faisait partie de l'accord. Enfin, c'est dans cette décennie 90. Bref. Ça va me revenir. Okay. Et ce groupe-là, Rabbin Kahana, est lié
la face française de son groupe, c'est la LDJ. Ah d'accord. C'est la LDJ, la Ligue de défense juive. Et 94, le massacre du caveau à Skip. Donc ça doit être la même date. Ouais. C'était à peu près la même période. Et donc la LDJ qui, elle, existe en France, n'a aucun souci en France. Est-ce qu'elle existe encore Je crois qu'elle a été dissoute là. Elle n'a pas été dissoute. T'es sûr? Certains, il avait été question, mais elle n'a pas été dissoute. Elle existe en France, elle n'a aucun souci. Elle fait des éditoriaux toujours aussi racistes sur leur page, Ligue de défense juive, LDJ. Ils essayent pas trop d'attaquer maintenant les manifs pro-palestiniennes parce que je crois qu'ils ont eu le holà de la part de la police, mais ils sont là. Pourtant, ils sont interdits en Israël et aux États-Unis. D'accord. Parce que les autorités ont été obligées de les interdire à cause de l'assassinat de Rabin. Parce que le type était aussi lié à eux, le type qui a assassiné Rabin. Baruch Keppel-Goldstein est un terroriste américano-israélien connu pour avoir été auteur en 1994 du massacre du caveau des patriarches à Hébron. Il a tué 29 Palestiniens musulmans en prière et en blesse environ 125 autres avec une arme à feu automatique avant d'être maîtrisé et battu à mort avec un extincteur. Ouais. Ah ouais. Alors les colons de Cisjordanie lui ont érigé une statue. Ah bon? Ouais. Bon, ensuite elle avait été retirée parce que c'était trop, mais ils ont tous comme modèle. Ils ont tous comme modèle Baruch Goldstein. Ils disent c'est la seule façon de dealer avec les Palestiniens. Voilà, c'est ça le colonialisme. Les gens n'ont pas conscience de cela. Alors on nous dit oui, mais en Israël il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Tout à fait d'accord. Et j'en suis convaincu, bien sûr, qui vont évidemment pas, qui sont en désaccord. Sauf que ces gens-là ne peuvent rien contre cette dynamique qui mène à ça. Ouais. Le problème, il est là, c'est que la dynamique, elle est du côté des colons. On le voit tous les jours, ça devient de plus en plus épouvantable. On en a discuté donc à l'émission justement lundi. On parlait des jeunes des collines, ceux qu'ils appellent les jeunes des collines, qui sont complètement endoctrinés, à qui on apprend à tirer dès l'âge de 4 ans, d'accord, avec une arme à feu, au cas où un terroriste s'infiltrerait. Alors ça part toujours de considérations de ce genre. Sauf que c'est des jeunes qui sont complètement élevés dans cette violence, cette haine anti-palestinienne, qui sont armés en plus. Et avec une idéologie, il y a beaucoup de critiques sur... moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a beaucoup de critiques sur les musulmans, sur l'embrigadement religieux, violent des musulmans, et puis et beaucoup avec aussi... vous ne vous rendez pas compte, il faut protéger la laïcité et tout, et notamment en visant les pays musulmans, mais les mêmes qui disent ça ne disent rien sur Israël et la manière dont... Déjà, ce n'est pas un État laïque, comme ils l'entendent eux, tu vois. Par exemple, Valls, très laïcité et tout. Alors, Israël, il n'y a pas de souci. Mais aussi sur cet embrigadement d'une bonne partie de la jeunesse israélienne sur ça, quoi. Vraiment, et sur des trucs religieux, quoi. Alors, l'aspect religieux, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Dans le truc... Oui, mais si c'est un aspect religieux, qui est religieux au sens propre, dans le respect de tout le monde. Oui, mais bien sûr. Les gens décident s'ils sont... Là, ce que je veux dire, c'est que la justification de leur la justification de leur colonisation est à partir d'arguments pseudo-religieux, tu vois. Alors, c'est vrai. Ce qui ne devrait pas accepter les autres. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est basé sur des arguments religieux ou pseudo-religieux. Et ceux qui aujourd'hui défendent Israël, les contempteurs, enfin non, les laudateurs d'Israël aujourd'hui en France, eh bien, font comme si Israël était un État alors démocratique, on l'a dit, pour les citoyens, les pleins citoyens qui font partie donc de la nationalité juive, comme c'est indiqué sur les papiers israéliens. Eh bien, il n'y a pas de souci, mais pour les autres, non. Mais en plus, on dit que c'est un État... oui, on a presque tendance à croire que c'est un État sur le modèle des États occidentaux. Ouais. Alors bon, c'est un peu compliqué aux États-Unis parce que l'élément religieux est quand même un petit peu là. On jure sur la Bible. En fait, je les trouve plus. Mais certainement pas la France. Oui, voilà. Mais moi, je les trouve plus hypocrites en France qu'ailleurs. Par exemple, aux États-Unis, il y a moins cette conception de la laïcité. Exactement. Alors qu'en France. Ah oui, tu as tout à fait raison. Si les Français appliquaient à l'État d'Israël les critères qu'ils retiennent souvent pour juger, pour considérer, pour dévaloriser les États musulmans et les musulmans, eh bien évidemment, ils n'auraient pas du tout la même attitude par rapport à Israël. On voit bien que là, il y a quelque chose d'éminemment hypocrite et de terrible, bien sûr. Et donc, attends, on était sur Rabin, oui, et donc Rabin, les accords d'Oslo. Alors, Rabin, les accords d'Oslo, donc Rabin sera assassiné. Rabin sera assassiné par un gars qui est rabbin, je sais plus quoi là, du groupe. Non, c'était pas un rabbin. Oui, je veux dire du groupe rabbin. Oui, mais voilà, religieux en tout cas. Et le problème, c'est que ça va. Les successeurs de Rabin, évidemment, ne vont plus, vont absolument exiger d'Arafat aussi des concessions inouïes, des concessions. Il est mort après les accords d'Oslo, c'est ça? Qui ça? Rabin.
Il est mort. Non, les accords d'Oslo étaient en train d'être mis en application. Ah oui, après les accords d'Oslo. Il est mort après les Oui, accords d'accord. d'Oslo. Oui, mais l'application des accords n'était pas terminée. Oui, bien c'était sûr. le Non, début mais d'un ce que je veux dire, processus. c'est que. Ouais. Non, mais pour bien remettre en place. Et donc, Ouais. est-ce que tu penses que c'est ce qui a causé aussi le fait que ça donnait plus de capacité au camp israélien de ne pas respecter les accords? Ah bah, bien sûr. Bah, de toute façon, le but est clair. C'est que l'assassin de Rabin a été poussé par les services secrets israéliens. En tout cas, une fraction des services secrets israéliens. Ça, c'est évident. Évident. Il a bénéficié de complicité, etc. Et on n'organise pas l'attentat comme ça contre Rabin, d'accord, et de cette façon. Donc c'est évident que au moins une partie des services secrets israéliens était totalement compromise là-dedans. Ils ne voulaient pas, le pays profond, comme on dit, ne voulait pas de cet accord. L'État profond ne voulait pas de cet accord. Voilà. Et c'est ce qui a fait. Alors, du coup, bah, ça a précipité la fin des accords d'Oslo, qui déjà était extrêmement problématique. Nous étions absolument contre. Qu'est-ce qui vous. Nous, dès le début, nous étions contre les accords d'Oslo. Pourquoi vous étiez contre? Bah parce que les accords d'Oslo, pour nous, l'élément essentiel dans toute négociation sur la Palestine, c'est le droit au retour d'abord. C'est la première des revendications. La question de faire un État, oui, bien sûr, c'est important, mais un État, on le voit bien, on peut faire un État croupion sur 300 mètres, sur un carré de 300 mètres sur 300 mètres. Bon, la question, c'est pas un Monaco. État. Bien sûr, c'est d'abord un État digne de ce nom, représentatif, mais aussi ce qui est aussi important, pour nous, c'est d'abord le droit au retour. C'est ça qui fonde toute la question palestinienne est d'abord fondée sur le droit au retour. Hein. Les Palestiniens, d'abord c'est une résolution de l'ONU, hein, mais même indépendamment de ça, le droit des gens simplement à vivre chez eux est un droit évident. Et on ne peut même pas commencer Pour moi, ce sera un préalable. Avant même toute négociation, il devrait y avoir l'application du droit au retour. D'accord. On va dire, alors que les Israéliens, c'est le contraire. Ils se servent du droit au retour. Et d'abord, ils le nient complètement. Or, les accords d'Oslo mettaient de côté ce droit au retour. Ouais. Et on disait, ça fera l'objet d'une négociation, etc., etc. On voyait bien qu'on était en train de liquider le droit au retour. Et même, on a commencé à entendre des choses qui nous effrayaient, qui disaient, mais vous savez, le droit au retour, il faut d'abord le reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, on va l'appliquer. Hein, mais simplement le reconnaître. C'était la porte ouverte à simplement des compensations financières. D'accord. Or, des compensations financières, ben non, c'est enterrer le droit au retour. On ne négocie pas son appartenance, son pays d'origine. On ne va pas vendre son pays d'origine. Et c'est vraiment la théorie raciste, sioniste, qui considère qu'un Palestinien, finalement, peut aller vivre dans n'importe quel pays arabe, parce qu'il est arabe. C'est comme si on disait un Européen peut aller vivre dans n'importe quel autre pays européen, puisqu'il est européen. Ouais. Bon, et alors là, a fortiori, pour les Arabes, ils parlent la même langue en plus, donc il n'y a pas de problème. C'est vraiment considérer que ces peuples, c'est un petit peu des peuples qui n'ont aucun attachement à un pays, comme ça, les éternels nomades, mais alors, parce qu'ils connaissent mal les nomades en fait, parce que les nomades sont extrêmement attachés à leur pays. En vérité, un nomade, c'est pas quelqu'un qui va n'importe où. Qui traverse toute la terre. Voilà, comme ça, et qui est absolument indifférent. Oui, il a un cycle. Ah, bien sûr, on a des circuits de nomadisme, etc. Et puis même, on est attaché à un mode de vie. Et, bon, d'accord, alors c'est pas se faire sédentariser dans une banlieue du Caire. Hein. D'accord, c'était pas ça le kiff pour les réfugiés palestiniens. Il y a Terrain qui a une question, mais je sais pas si tu veux y répondre, parce qu'elle est simple, mais en même temps très longue à répondre, quoi. Qui ça, tu dis? J'ai une question complètement idiote, pardonnez-moi, mais comment des Juifs qui ont subi des atrocités de la Shoah puissent perpétuer une violence massive de nature coloniale sur un autre peuple musulman? Après, c'est pas les mêmes qui... Non, exactement. C'est pas les... T'as déjà répondu. C'est pas les mêmes. Alors attention. Alors oui et non. Oui et non. Globalement, ce ne sont pas les mêmes. Il y a eu aussi des mêmes. Alors globalement, ceux qui fondent l'État, etc., c'est des gens qui n'ont pas subi, en général, sauf les premiers qui venaient de Russie, qui eux-mêmes ont subi des pogroms et autres. Alors, je dis oui et non. Oui, globalement non, mais aussi oui. C'est vrai que les premiers socialistes, sionistes qui arrivent en Palestine... ils n'ont pas encore subi la Shoah. Non, mais ils ont subi les pogroms terribles en Russie, qui étaient... Oui, l'antisémitisme et tout. De toute façon, l'antisémitisme en Europe est aussi... un truc qu'on ne peut pas négliger dans le projet sioniste, tu vois.